Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la 5e vidéo qui résume le livre Tu vas tout déchirer de Jen Sincero. Si vous n'avez pas vu la partie précédente, je vous la mets juste ici. On arrive sur la 3e grosse partie du livre, comment trouver le bon filon. L'auteur dit que la méditation ou rester assis en ne pensant à rien, ça peut être compliqué. Elle conseille de commencer par méditer 5 à 10 minutes par jour et de prendre conscience de toutes les pensées qui nous traversent l'esprit. Le but c'est de retrouver son lien à l'univers sans se concentrer sur toutes les pensées qui nous passent par la tête. Elle dit aussi qu'il n'y a pas de règle en ce qui concerne la méditation, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de méditer, pas de règle de durée et de sensation correcte à avoir. On peut commencer par une courte durée et augmenter petit à petit. Le principal pour elle c'est d'en faire une habitude. Les bienfaits de la méditation, ça va permettre d'élever sa fréquence, de se recentrer dans l'instant présent, de s'ouvrir à la réception d'idées et d'informations en illimité, d'alléger le stress, de renforcer l'intuition et la capacité de concentration. Elle donne ensuite quelques conseils pour faire une méditation de base et aussi des tips pour réussir à se concentrer. Donc par exemple, elle dit qu'on peut mettre un minuteur de 5 minutes pour pas être toujours en train de vérifier l'heure et vraiment se concentrer. On peut aussi fixer une bougie pour éviter d'avoir le regard qui fuit partout. On peut se concentrer sur sa respiration, se répéter un mantra, donc un mot ou une phrase qui nous fait nous sentir bien. Et elle dit qu'on peut aussi utiliser la méditation guidée si on a du mal à rester concentré au début. Pour elle, la méditation c'est quelque chose d'essentiel, surtout dans le monde d'aujourd'hui où notre concentration a beaucoup diminué avec toute la technologie qu'on a. Personnellement, j'ai déjà essayé de méditer plusieurs fois, mais je m'y suis jamais tenue. Pour moi, c'est pas mon truc. Après, je sais pas si c'est parce que j'ai pas essayé assez longtemps. Si vous avez déjà essayé et que ça vous apporte quelque chose, n'hésitez pas à me le dire parce que franchement, ça m'intéresse. Je remets pas en cause du tout les bienfaits de la méditation. Je pense que ça peut être bénéfique puisque sur certaines personnes, ça l'est. Mais en tout cas, moi, j'ai pas réussi à atteindre ce stade, si on peut dire ça. Le peu de fois où j'ai médité, j'ai fait des méditations guidées parce que j'aime pas du tout méditer comme ça sans rien, j'ai trop de pensées et je m'énerve parce que j'arrive pas à penser à rien, même si en soi c'est pas possible de penser à rien. Mais bon, j'ai tendance à m'égarer vite dans mes pensées, donc je préfère la méditation guidée et j'en trouvais plein sur YouTube. Par contre, il y avait une période où j'avais de l'anxiété, où j'arrivais pas du tout à dormir et donc les méditations guidées ça m'aidait beaucoup. Ça me permettait de me calmer, de me recentrer, de m'apaiser avant de dormir. Et ce que je faisais beaucoup que j'aimais bien, c'était me mettre des histoires sur YouTube. Dans mon cas, ça marchait encore mieux que la méditation pour m'endormir. Ce qui est pas mal, je trouve, c'est que c'est des histoires qui duraient 1 à 2 heures. Donc en fait, quand le lendemain je me rappelais plus de la fin de l'histoire, c'est que je m'étais endormie, donc je pouvais savoir approximativement en combien de temps je m'étais endormie. Et en général, j'arrivais jamais au bout de l'histoire, donc j'étais rassurée parce que je me dis que j'avais dormi. Parce que des fois, on a l'impression qu'on dort pas de la nuit, alors que si. C'est juste qu'on se sent pas s'endormir et on a un sommeil qui est pas forcément réparateur. Donc ça, pour moi, c'était vraiment bénéfique. Deuxième partie, notre pensée crée notre réalité. L'auteur dit, je cite, « Nos pensées sont notre outil le plus efficace. C'est à travers nos pensées qu'on va créer notre réalité. Donc on peut changer sa réalité si elle ne nous convient pas. Croire en soi, c'est super important. Par exemple, 2 personnes qui suivent la même formation pour devenir coach, elles peuvent avoir un état d'esprit différent. L'une croit vraiment en elle, elle est sûre qu'elle va tout déchirer, elle est enthousiaste à l'idée d'être payée pour faire ça, et l'autre, elle se sentira pas à sa place. Elle aura peur de s'imposer et elle croira au fond d'elle qu'elle mérite pas le succès. Du coup, il y a plus de probabilité que la première personne réussisse plutôt que la deuxième. Pourtant, à la base, les 2 personnes auront envie de réussir et de faire les choses bien. Pour changer sa réalité, du coup, il faut changer aussi ses croyances. On peut penser qu'on n'a jamais de chance, que les mariages ne durent pas, qu'on sait pas vendre, etc. Donc avoir des croyances limitantes. On en a déjà parlé dans une précédente vidéo. Plus on nourrit une croyance, plus elle sera vraie. L'auteur nous dit que souvent on veut les preuves avant de croire en quelque chose, alors qu'il faut faire l'inverse. Y croire et les preuves viendront ensuite. Il faut modifier sa façon de penser pour que ses désirs puissent se réaliser. L'auteur dit, je cite, « Le but n'est pas de savoir comment, mais quoi, et de rester ouvert à la découverte et à l'apprentissage du comment. Il faut maintenir son attention sur l'objectif qu'on veut atteindre, accomplir les actions nécessaires pour y parvenir et être prêt à saisir les opportunités qui se présentent à nous. » L'auteur donne ensuite des astuces pour nous aider à modifier nos pensées. Première astuce, demander ce qu'on veut pendant qu'on médite ou qu'on est connecté à l'énergie de l'univers en évacuant les bavardages de son esprit. Deuxième conseil, si on veut quelque chose, croire que c'est vraiment possible de l'obtenir. Faire semblant jusqu'à ce que ça marche. Le fameux fake it till you make. Il faut visualiser ce qu'on veut et rester ouvert aux opportunités. Troisième conseil, améliorer son environnement. On peut visualiser le changement avant qu'il arrive, mais c'est bien de tout faire pour améliorer son cadre de vie si on veut un mode de vie plus élevé que celui qu'on a à l'heure actuelle. C'est important de vivre dans un cadre agréable, donc on peut faire du ménage, de la déco, de la peinture par exemple. Le but c'est d'avoir un environnement où on se sent bien, ça aide à rester sur des hautes fréquences. Quatrième conseil, nourrir son esprit d'images, d'expériences qu'on souhaite qu'elles se réalisent. On peut faire un vision board, donc découper des photos qui représentent nos objectifs, ce qu'on veut dans la vie, et les coller sur un grand tableau ou une grande feuille. Après, le mieux c'est de le mettre à un endroit où on peut le voir souvent. Cinquième conseil, s'entourer de gens qui sont optimistes. Si on est entouré de personnes qui sont
sont pessimistes, déprimés, c'est plus difficile pour nous-mêmes de remonter la pente. Si on se dit que de toute façon personne n'est optimiste, et bah encore une fois ça sera notre vérité et on restera dans notre pessimisme. Il faut fréquenter des gens qui vont être inspirés, enthousiastes, visionnaires. Personnellement je suis d'accord avec l'auteur sur le fait que les pensées ont un pouvoir énorme et peuvent avoir énormément d'impact dans notre vie. J'ai fait une vidéo sur les pensées positives si ça vous intéresse. Il faut vraiment se rendre compte de ce qu'on se raconte dans son esprit, si on a tendance à avoir des pensées plutôt négatives ou plutôt positives, si on a tendance à plutôt se décourager ou à surmonter naturellement les obstacles. Parfois on se rend vraiment pas compte qu'on pense négativement, donc ça peut être vraiment intéressant de prendre conscience de tout ce qui se passe dans notre tête. Porter son attention sur ses pensées pour pouvoir après les modifier. Je trouve que rien que se rappeler que nos pensées ont un impact sur notre réalité, ça aide à se remettre en question et à se demander quel type de pensée on a, est-ce qu'elles vont plutôt nous servir ou nous desservir et comment les modifier. Pour moi c'est vraiment quelque chose d'indispensable et comme j'ai dit plein de fois, maintenant pour ma part c'est beaucoup plus facile d'être optimiste, plus on s'entraîne et plus on va y arriver. Ça je crois que je l'ai répété 1 milliard de fois dans chaque vidéo, je suis désolée. En gros retenir qu'on peut s'entraîner à penser plus positif et même si au début c'est pas hyper confortable, après ça devient beaucoup plus naturel donc c'est bénéfique. Quatrième partie, ne pas oublier le plaisir. L'auteur nous dit que la jeunesse c'est une période très intéressante parce que même si on a des complexes, des angoisses, des remises en question, c'est aussi le moment où on fait les choses pour le fun. Bien sûr, on fait parfois des mauvaises expériences quand on est jeune, on fait parfois les mauvais choix, mais pour l'auteur, ce qui est important à retenir de cette période, c'est qu'on voulait vraiment s'amuser. On faisait du plaisir une de nos priorités. Quand on est plus vieux, elle dit qu'on est plus sage, bien sûr ici c'est une généralisation. On échange la poursuite de sa vocation contre une vie qui est plus adulte et plus responsable. Bien sûr, elle dit que le but ce n'est pas de devenir irresponsable et de vivre comme quand on était jeune, mais simplement de ne pas abandonner ses rêves, peu importe où on en est dans sa vie, et ne pas se satisfaire d'une vie médiocre qui ne nous rend pas vraiment heureux. Il faut réussir à combattre les peurs, les jugements et créer sa vie idéale. Se concentrer sur le positif et s'entraîner à maintenir cette concentration. Il faut réussir à créer un lien avec l'enfant qu'on était. Quand on est enfant, on aime créer juste pour le plaisir. On est enthousiaste à l'idée de continuer quelque chose qu'on aime vraiment faire. Bien sûr, aujourd'hui, nos centres d'intérêt, ils ont peut-être changé par rapport à quand on était enfant, mais pour retrouver cette envie de faire quelque chose qui nous anime vraiment, on peut se rappeler de cette période où on crée pour le fun, par plaisir, sans se soucier de la vie des autres. Si on n'arrive plus aujourd'hui à être en phase avec ce qu'on veut vraiment, essayez de se rappeler à quel moment on était le plus excité par la vie et qu'est-ce qu'on retire de cette expérience. L'auteur donne ensuite des conseils pour se réaligner et ne pas oublier le plaisir. Premier conseil, toujours essayer. Quand on veut quelque chose, toujours se demander pourquoi pas, ou je voudrais juste voir ce que je peux en tirer. Ça enlève la pression et ça rappelle que la vie n'est qu'un jeu. Elle dit que c'est vrai qu'en tant qu'adulte on a plus de responsabilités et de pression, mais il y aura toujours plein de gens qui auront plus de raisons de se plaindre que nous, mais qui décident quand même de tout donner plutôt que de rester bloqués dans leurs excuses. Elle dit qu'on peut se dire je voudrais juste voir si, et après continuer la phrase. Par exemple, je voudrais juste voir si je peux perdre tant de kilos, je voudrais juste voir si je peux rencontrer l'âme sœur, si je peux monter ma boîte, etc. Deuxième conseil, perdre la notion du temps. Qu'est-ce qu'on fait sans voir le temps passer? Quelle activité on fait et au final 3 heures après on se dit purée ça fait déjà 3 heures que je le fais. Donc ça, elle dit qu'il faudrait que ça arrive le plus souvent possible. Commencer par trouver ce qui nous passionne personnellement et professionnellement et comment on peut y consacrer du coup le plus de temps possible. Trouver ce temps, déléguer ce qu'on n'aime pas faire et s'associer si c'est nécessaire. Troisième conseil, rester débutant. Elle dit que quand on est débutant dans un domaine, on est nul dans ce domaine et on le sait. Quand on apprend à faire quelque chose et qu'on le fait bien, ça devient plus sérieux et on devient plus critique envers soi-même. D'après l'auteur, il faut laisser le débutant en soi côtoyer l'expert, c'est-à-dire travailler, prendre ce qu'on fait au sérieux, devenir très bon, mais sans oublier le plaisir. Mon avis par rapport à ça, c'est vrai que quand on est jeune, on a beaucoup moins de responsabilités et on passe beaucoup plus de temps à faire des choses qui nous font plaisir. Quand on aime quelque chose, on va s'y intéresser à fond. Ça me rappelle une discussion que j'avais eue avec ma sœur quand elle était petite, elle adorait les dauphins. Toute sa chambre s'était décorée en dauphin, donc c'était bleu, il y avait des bibelots dauphins, il y avait même des puzzles dauphins, des peluches dauphins, enfin, je vous laisse imaginer la déco que c'était. Et elle aimait tellement les dauphins que parfois elle faisait des recherches dans des magazines sur les dauphins et après elle faisait un exposé à mes parents sur les dauphins. Je me dis que les parents ils ont dû en voir des choses. Elle le faisait vraiment pour le plaisir sans que ce soit un travail imposé. Ça montre que c'est important de faire des choses qu'on aime et que ça nous rend créatifs et vraiment impliqués. Bien sûr, faire des exposés sur les dauphins, ça va pas payer les factures, mais c'est juste pour montrer que c'est important de se rappeler les moments où on était hyper enthousiaste à l'idée de faire quelque chose pour essayer de retrouver ce sentiment à l'heure actuelle. Ça peut être aussi sur son temps perso et pas forcément que professionnel. Si professionnellement on est dans un job qu'on n'aime pas trop mais que voilà on veut pas encore changer etc. Au moins si à côté on fait quelque chose qui nous anime vraiment, qui nous rend heureux, enthousiaste, ça peut être déjà un bon début. Après comme toujours ça dépend du chemin de vie de chacun, des choix de chacun, mais on va dire que globalement c'est toujours mieux de faire quelque chose qu'on aime, ça paraît logique. Donc essayez le plus possible de tendre vers ça. Il faut réussir à se demander qu'est-ce qu'on aimerait vraiment faire et faire en sorte de surmonter ses peurs pour commencer. Quatrième point, donner et recevoir.
Donner, ça apporte de la joie, ça élève notre fréquence et ça nous place en position de recevoir en retour. Quand on a peur de manquer, on s'accroche à ce qu'on a par peur de le perdre, on économise de l'énergie, on a peur de partager et on va se concentrer sur le manque. Du coup, on en crée davantage alors que de base c'est ce qu'on veut fuir. L'auteur nous dit que plus on donne, plus on reçoit. On peut penser que certaines personnes prennent sans donner et s'en sortent très bien, mais prendre égoïstement ce n'est pas pareil que recevoir, ça ne dégage pas la même énergie. L'auteur dit, je cite, prendre naît de la peur et du besoin, donner et recevoir ne sont que gratitude et naturel. Elle dit que si on veut attirer les bonnes choses et les bons sentiments, il faut transmettre du kiff autour de soi. Elle donne ensuite des conseils pour y arriver. Choisir une ou deux causes qui nous tiennent à cœur et donner de l'argent tous les mois. En faire une habitude, même si c'est que 5 €, ça compte. Laisser des pourboires quand on en a l'occasion. Si quelqu'un râle, plutôt que de s'abaisser à son niveau, l'élever en lui donnant de l'amour. Sourire, complimenter, faire rire le plus possible. Accepter les invitations qu'on refuse d'habitude par peur de déranger ceux qui les font. Donc donner l'opportunité aux personnes qui invitent de donner. Prendre le temps de ressentir la sensation de bien-être qui nous accompagne quand on donne et quand on reçoit. Élever sa fréquence et s'attendre à plein de bonnes choses dans sa vie. Mon avis par rapport à ça, je trouve que c'est important de donner avec le cœur et avec spontanéité. Moi je suis le genre de personne qui avant donnait beaucoup et même trop. Je m'attache très vite aux gens dès que je rencontre quelqu'un et je vais avoir envie de beaucoup lui donner. Mais au final la relation est très vite déséquilibrée. Pour moi c'est très important qu'il y ait un équilibre entre donner et recevoir. Bien sûr ça veut pas dire qu'il faut donner pour recevoir, mais si au final il y a une personne qui donne beaucoup et une autre qui donne rien, c'est déséquilibré et pour moi c'est pas sain. Je suis d'accord avec elle sur le fait qu'il faut pas s'accrocher à la peur de manquer ou de perdre quelque chose si on le donne ou si on partage. Donner, partager, ça permet aussi de renforcer les relations, ça apporte de la positivité, de la satisfaction, ça renforce le bien-être émotionnel, ça nous permet de transmettre de bonnes énergies et émotions et d'attirer les opportunités. Ça crée en fait un cercle vertueux. Comme je l'ai dit, du coup, il faut créer un équilibre et il faut pas non plus se forcer à donner si on n'en a pas envie, ni à rendre quelque chose, mais il faut le faire avec le cœur et avec spontanéité. De toute façon, je pense qu'on a tous des personnes proches de nous ou des situations particulières où ça va se faire naturellement, on va prendre plaisir à donner, à recevoir et l'autre personne en face pareil. Il faut pour moi apprendre à donner avec générosité et à recevoir avec gratitude. Par rapport à ce qu'elle dit sur le fait de donner à une association, moi je pense que c'est important effectivement, mais faites-le si vous en avez vraiment envie, si vous le faites avec le cœur. Si vous le faites juste en vous disant bon bah de toute façon il faut le faire, pour moi ça n'a pas vraiment d'intérêt. Enfin au final l'association aura quand même de l'argent, mais c'est mieux de le faire avec le cœur et parce qu'on en a vraiment envie. Pareil, laissez des pourboires, faites-le si vous en avez envie, si vous avez les moyens, ça dépend de chaque personne. Pour le fait d'accepter les invitations qu'on refuse d'habitude, si on refuse parce qu'on a peur de déranger la personne et qu'on a l'impression qu'elle fait ça par politesse, oui là on peut y aller, mais si on n'a pas envie d'y aller, on va pas se forcer en disant bon bah je vais donner l'opportunité à la personne de donner, même si j'ai vraiment pas envie d'y aller, là non ça n'a pas d'intérêt. Ça m'est déjà arrivé plein de fois plus jeune de donner alors que j'avais pas envie, de donner de mon temps. Je le faisais alors que j'avais pas envie, donc pour moi c'est vraiment pas bénéfique. Donc faut faire attention à ça. Ne pas oublier que son temps et son énergie c'est précieux, donc bien choisir les personnes à qui on va le donner. Et repérer aussi les personnes qui sont là par intérêt, qui vont tout le temps demander des services mais au final en retour elles vont rien nous apporter. Et je pense que ça arrivera toujours qu'avec certaines personnes on soit déçu, on donne et au final on voit que la personne n'est pas forcément réceptive, qu'il n'y a pas forcément de retour, que la relation va plus dans un sens. Et voilà, c'est comme ça, au moins on apprend pour les prochaines fois. Et donc se concentrer sur les personnes avec qui la relation est fluide, avec qui ça se fait naturellement. Enfin voilà pour cette partie qui parlait donc de méditation, de pensée, de plaisir et de donner et recevoir. J'espère que ça fait pas trop de répétitions parce que quand je relis je vois qu'il y a quand même des répétitions dans le livre et en plus moi j'adore radoter donc ça n'aide pas. J'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et moi je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao!